Cette citation met en relief l'importance pour les artistes de laisser une trace au travers de leurs œuvres. Que ce soit un héritage du savoir-faire au travers de leur technique, ou alors l'avatar de leur conviction au travers de leur sujet. Et avec la sculpture, les artistes choisissent une représentation en volume plutôt qu'à plat, comme la peinture ou le dessin. Ce qui peut permettre un jeu avec l'espace, comme l'hermaphrodite endormi, qui n'est pas pareil devant et derrière. Ou alors carrément être l'image d'un pays tout entier et un symbole d'amitié, comme la Statue de la Liberté. Et on retrouve ce genre de procédé dans la pop culture. Je veux dire, quand dans Naruto on veut représenter un événement marquant du village du feu, comme par exemple la prise de poste d'un nouvel Hokage ou la bagarre la plus importante de toute l'histoire, on en fait des statues, et plutôt dans un style démesuré. Et par ce procédé, l'importance du travail de mémoire se rappelle à tous les villageois. Ces événements ont fait que le village est ce qu'il est aujourd'hui. Dans tous les cas, la sculpture a ce quelque chose qui fait que l'œuvre est là pour laisser une trace, un souvenir, ou alors, comme on va le voir un peu plus tard, marquer les esprits. Salut les gens, c'est Bibir, et bienvenue dans Parle-moi d'eux. Et aujourd'hui, on va parler de la sculpture. Alors, comme d'habitude, on va commencer par une petite définition. Ouais, ok. On va essayer d'approfondir un peu parce que, ça sert à rien là, hein. Voilà. Voilà, là c'est déjà pas mal. Et après on peut même la compléter. Ok, donc on résume. L'œuvre est en volume, donc en volume quoi, c'est pas plat. Et on peut la ranger dans 3 catégories différentes. Le bas-relief, on va dire une fresque, à ceci près que son avancée hors du plan ne doit pas dépasser la moitié de son volume. Ouais. Alors pour faire simple, tu dessines un bonhomme sur un mur, tu veux faire un bas-relief, tu creuses autour de ton bonhomme, mais tu dépasses pas la moitié de sa tête. Et le haut-relief c'est comme le bas-relief, sauf que là tu peux dépasser la moitié de ton volume, mais en ayant toujours le plan rattaché à la surface. Et le rond-boss qui est une sculpture autour de laquelle on peut tourner et que l'on peut voir sous tous les angles, comme une statue ou un buste par exemple. Et pour obtenir ces œuvres, on va retrouver 4 techniques distinctes. Le modelage, la manière la plus vieille de sculpter, du matériau malléable comme de l'argile, de la cire d'abeille ou alors de la pâte polymère pour avoir un exemple d'un matériau plus récent, et tu donnes la forme que tu veux. Et au long des siècles, cette technique n'a jamais été abandonnée, et pouvait même servir de patron à certaines époques. En fait, les artistes faisaient leur forme en terre et après partaient du patron pour en faire un moule, le tailler dans une matière moins fragile, ou même pouvaient agrandir le modèle original. Petite précision, le produit final pouvait être réalisé par l'artiste lui-même ou un artisan, mais le patron, lui, était toujours fait par l'artiste. La taille, c'est la manière qui est le plus dans l'imaginaire collectif quand on parle de sculpture. L'artiste avec son marteau et son burin, qui martèle la roche, le diamant ou le marbre, et qui après des jours et des jours de sueur et de sang, arrive à créer du beau, du vivant. Comme Obélix en fait. La fonte, qui est une technique qui consiste à créer un moule de la sculpture que l'on veut, et ensuite on y verse la matière fondue, du bronze, de l'or, du fer par exemple. Et après on laisse durcir. Comme toutes les sculptures en bronze qu'on connaît en fait. C'est pas un type qui a fracassé du bronze pour lui donner sa forme. Même si c'est quelque chose qui existe, mais là c'est pas le sujet. Mais là déjà, on est déjà plus sur du controversé. Parce que pour certains, c'est pas vraiment de la sculpture vu que le matériau n'est pas travaillé à la main. Ce qu'on s'accorde à dire, c'est qu'étant donné que le moule est réalisé en argile, le lien entre matière et artiste est bien présent, ce qui peut être une définition de la sculpture. Et enfin l'assemblage. Après ça porte plutôt bien son nom ça aussi, vu que la technique consiste à assembler plusieurs éléments ensemble pour en donner la forme finale. Ça peut être plusieurs matériaux ensemble, qui donnent une forme à une seule œuvre, comme la statue chryséléphantine de Zeus à Olympie, qui était fait en bois pour l'âme, on va dire le modèle, et en ivoire et en or pour couvrir la dite âme. D'où le nom chryséléphantine. Chrysos qui signifie or en grec, et éléphantinos qui signifie ivoire. Ou alors tout simplement un assemblage d'objets ayant un rapport entre eux ou non pour donner la forme finale. Bon, ok, avec tout ça, on a une définition un peu plus claire de qu'est-ce que c'est la sculpture. Du coup maintenant, là on va accrocher nos slips parce qu'on va attaquer l'histoire de la sculpture et du coup les mouvements. On va essayer de structurer au mieux parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et bien évidemment, comme d'hab, j'ai fait des choix car on peut pas tout voir. Bon, vous êtes prêts ? On s'assoit confortablement, on prend une tasse de café, un thé ou un chocolat chaud, on ouvre ses chakras, voici la sculpture au travers des époques. Alors,
on va être concis mais efficace. On va avancer sur la fresque du temps gentiment pour s'y retrouver. Même si en soi les mouvements artistiques sont très souvent les mêmes qu'importe les arts. Donc les choses qu'on aurait pu dire dans les vidéos précédentes sont, pour la plupart, toujours valables ici. Alors, c'est intéressant de noter que déjà dès la préhistoire, on trouvait des traces de petites sculptures. Elles sont pour la plupart modelées à partir d'argile, comme l'une des sculptures les plus connues de cette période, nommée la Vénus de Willendorf. C'est une petite statuette qui mesure 11 cm de haut et qui représente un nu féminin bien en chair que certains archéologues et historiens ont attribué à la fécondité. Ce n'est bien sûr qu'une interprétation. Nous n'avons aucune preuve. Peut-être qu'il s'agissait de la représentation de la femme d'un clan ou encore une représentation du corps idéal féminin. Cela est ouvert à l'interprétation de chacun. Même si quand on parle d'Égypte, on pense principalement à l'architecture, coucou les pyramides, regarde la vidéo sur le sujet, elle est cool, abonne-toi, mets la cloche. Les Égyptiens de l'Antiquité se défendaient plutôt bien en sculpture. Je veux dire, le sphinx, ça se pose quand même là. Et à l'instar de la préhistoire, les Égyptiens ont commencé à sculpter sur des matériaux dits fragiles, comme le bois ou l'ivoire. Mais ils étaient aussi connus pour leurs bas-reliefs et ornementations, qu'on retrouve à peu près partout dans les architectures égyptiennes de l'époque, couplées bien souvent avec des peintures. Ah ouais, et comment en dessinant des bonhommes de face? Et déjà à cette époque, on retrouve une des statues les plus faites et refaites en sculpture. L'homme debout, avec le pied gauche légèrement plus en avant que le pied droit, les bras bien le long du corps, les poings serrés, et qui s'appellerions le kouros. Et ces kouroi, kouros au singulier, kouroi au pluriel, inspireront beaucoup les débuts de la sculpture grecque. On en parlera très bientôt. Bon, c'est maintenant que vous avez besoin du café et du chocolat chaud. Durant la Grèce antique, la sculpture est très présente. Et on peut découper cette période déjà en 3 périodes. La période archaïque, la période classique et la période hellénistique. La période archaïque présente des sculptures plus simples que celles qui suivront, avec une première approche de la taille sur la pierre. L'une des productions très présentes à cette période se trouvant être justement les kouroi. Je vous avais dit que ce serait bientôt. Et par la suite, à l'ère classique, on représente les dieux et les déesses, des corps idéalisés à Baal et des scènes de la mythologie. Comme par exemple Hermès d'Atalante, une œuvre attribuée à Lysippe, un sculpteur plutôt renommé de l'époque, vu que c'est lui qui taillait le portrait d'Alexandre le Grand. La sculpture présentait ici une copie romaine. L'original grec était en bronze, mais elle a disparu, certainement fondue pour récupérer la matière première. L'œuvre nous présente le dieu Hermès avec un corps idéalisé. Très bien réalisé tant dans ses proportions que dans sa pose et sa musculature. L'homme tient un drapé particulièrement réaliste qui montre une grande maîtrise technique. Après on peut toujours se demander à quel point la représentation romaine est fidèle à la grecque. Et enfin arrive la période hellénistique, qui est selon moi l'apogée de l'art grec, avec des œuvres très finement réalisées présentant une technique très aboutie et surtout une nouvelle préoccupation, celle de la représentation d'un mouvement, d'une dynamique. Il faut plutôt y voir un élan. Un élan. Pas l'animal. Ah oui, là, oui, un élan, oui. Ce qui compte, c'est le mouvement. Cela est particulièrement prégnant dans l'œuvre du Laocoon. Cette sculpture nous présente une scène mythologique, particulièrement bien réalisée avec des détails de muscles et d'os retranscrits au sein de la chair des personnages. Les poses et les visages sont très expressives, et il s'agit sûrement de l'une des œuvres majeures de cette époque. Petite anecdote intéressante. Le blanc immaculé que l'on attribue aux sculptures grecques est une fausse information. À l'époque, toutes les sculptures étaient peintes. Seulement, les couleurs se sont dégradées avec le temps, ne laissant paraître que le blanc du marbre. Mais des recherches récentes ont permis de prouver que les sculptures étaient bel et bien peintes. Au Moyen-Âge, une grande coupure va avoir lieu durant le règne de la religion catholique, qui prend peu à peu le dessus sur la Rome antique. Plus de place pour la mythologie, et surtout, plus de place pour les représentations des hommes et femmes qui n'ont pas de lien direct avec leur religion. Les scènes de nu n'ont plus lieu d'être. La représentation des corps est moins charnelle, mais le travail des drapés est très abouti et très présent. Mais il n'y a plus la recherche du corps idéal, comme Jésus par exemple, lorsqu'il est représenté en slip pendant les scènes de sa crucifixion. Ici, pas de corps bodybuildé ou de pénis rikiki. Sa représentation nous dévoile un corps affaibli, qui a payé pour nos péchés. Tout art est réalisé au nom de la religion et pour la religion et par la religion. Bien que durant la Renaissance, les artistes représentent beaucoup de scènes religieuses, il ne s'agit plus de sujets uniques. La mythologie revient peu à peu sur le devant de la scène et devient un prétexte à la représentation de la nudité. Les artistes prennent plus de liberté en représentant des scènes et personnages religieux. Et une redécouverte des œuvres grecques crée un retour d'intérêt pour le corps idéal et la performance technique dans la réalisation. Et c'est par exemple notable avec la sculpture en taille du David de Michel-Ange.
On est face à une idéalisation et une sacralisation du corps masculin, du fameux corps parfait de l'Antiquité, qui revient sur le devant de la scène. Et pour mettre en valeur la technique et le corps idéal, Michel-Ange présente ici le fameux contrapposto. Il s'agit du déhanché que vous pouvez voir sur ce David. Et il y a également une grande importance qui est portée au détail, ce qui rend l'œuvre particulièrement réaliste. Et cette fois, la sculpture n'est pas peinte, elle est en marbre bien blanc. Mais pour le coup, on reviendra dessus un autre jour, parce que l'histoire de cette œuvre est très intéressante. À la suite de la Renaissance, l'art évolue peu à peu vers des œuvres plus expressives et dynamiques, représentant du mouvement. Un élan. C'est ce que l'on nommera le baroque. L'une des œuvres les plus représentatives de ce mouvement est l'Extase de Sainte Thérèse, nous présentant des corps lascifs dans une construction très dynamique. Tout nourrit le mouvement. Et lorsqu'on regarde la construction de la sculpture, tout est en courbe. Et l'autre point important du baroque, c'est l'utilisation de matières très nobles et précieuses comme la feuille d'or. Ici, elle est utilisée afin de matérialiser la lumière divine qui éclaire Sainte Thérèse. En soi, que ce soit en architecture ou en sculpture, le style baroque cherche toujours à faire passer des émotions au travers de matières nobles ou brillantes. Alors, ici, on va regrouper classicisme et néoclassicisme, parce que, à peu de choses près, c'est la même chose. Alors, finalement, on est dans la continuité de la Renaissance et on se tourne encore une fois vers l'art de la Grèce antique. Donc, un retour aux origines avec des représentations de la mythologie, des corps idéalisés, de la chair, des détails, de la performance technique et j'en passe. L'important, c'est que ce soit beau. Et pour que vous compreniez bien de quoi ça s'agit, je vous présente le fameux Psyché ranimé par le baiser de l'amour d'Antonio Canova. Cette sculpture reflète la douceur des gestes, la peau est lisse, les corps sont idéalisés, la blancheur du marbre ajoute une sorte de pureté à la scène et à l'œuvre. Et cette période répète ce qui fonctionnait déjà dans le passé, en essayant de toujours surpasser la performance technique et de faire mieux que leurs prédécesseurs. Bon, pour faire simple, l'art moderne, c'est prendre le vieux et dire « Non, je vais faire complètement autre chose ». Ou alors, se dire qu'ils avaient quand même des bonnes idées les vieux, mais qu'on peut aller beaucoup plus loin dans le délire. Et dans la sculpture, ça se traduit par des styles et des artistes diamétralement opposés. Comme par exemple Rodin et sa porte des enfers, avec du détail, de la technique, de la grandeur. Et le penseur vient de cette porte pour info. Et de l'autre, Duchamp et son urinoir, beaucoup plus dans le conceptuel, dans le questionnement, dans la recherche, dans la théorie, dans la remise en question du statut de l'œuvre. L'œuvre n'est que le début de l'œuvre. Et c'est à cette époque-là qu'apparaît l'assemblage, notamment avec le dadaïsme. Le mouvement Dada est un mouvement artistique qui remet en cause toutes les conventions et toutes les manières de penser, qu'elles soient philosophiques, idéologiques, politiques ou artistiques. Ce mouvement est apparu lors de la Première Guerre mondiale, créé par Hugo Ball, un écrivain allemand. Et pour finir, l'époque contemporaine qui est, je le rappelle, l'art de notre époque. Et pour faire simple, on expérimente ce qu'a commencé l'art moderne. Mais on va plus loin, on profite de la technologie pour creuser encore plus. Et avec l'art contemporain arrivent des thématiques, des problématiques, des techniques et tout un tas de trucs en hic. Et pour imager ça, voilà 3 sculpteurs contemporains avec 3 styles et 3 approches bien différentes. Jeff Koons est un sculpteur américain, faisant de l'art pour le plus grand nombre. Ses œuvres sont à la fois simples, voire kitsch, et incroyablement complexes. Les représentations qu'il fait sont souvent des choses du quotidien, comme un chat dans une chaussette, un bouquet de tulipes en ballon, 3 ballons de basket dans un aquarium, ou alors peut-être son œuvre la plus connue, en tout cas celle qui fera sa renommée, un chien en ballon de baudruche. Mais malgré cette simplicité, Koons fait partie des 100 artistes les plus influents de l'art contemporain, et est l'artiste ayant vendu l'œuvre la plus chère de son vivant. La simplicité de ses œuvres, au premier abord, cache un sens du détail plutôt impressionnant. Si on prend les Balloons Dog par exemple, malgré leur taille de 3 mètres, chaque pli de la baudruche est représenté. Sa démarche est le détournement d'objets du quotidien, voulant attirer le plus grand public, celui-là même qui se sentait exclu par l'élitisme de l'art. C'est en outre pour ça que les artistes dits classiques ont apparemment un peu de mal avec lui. Avant d'être artiste, Marc Sijan était prof d'histoire de l'art, et l'étude de l'art le mène finalement à la réalisation d'œuvres. C'est un sculpteur hyper réaliste, il n'y a donc pas d'idéalisation ou de modification des corps, au contraire. L'artiste va reconstituer de la façon la plus précise et méticuleuse les modèles qu'il représente. Ils sont créés à la taille réelle, et il partira souvent d'une photo ou d'un modèle vivant, et va passer de 6 mois à 1 an pour le représenter avec exactitude. Il choisit de représenter des gens dits ordinaires, pas de dieux ou de saints, mais des humains bien présents, qui ne sont ni populaires, ni connus, ni même particulièrement beaux ou moches. Juste des gens comme vous et moi, dans la beauté de leur diversité. Et afin de s'assurer un résultat poussant le réalisme à l'extrême,
L'artiste travaille en commençant par un moule en négatif, qui va ensuite sculpter à l'aide d'une loupe pour les détails les plus précis. La figure est ensuite recouverte de résine en polyester, et afin d'obtenir un résultat si proche de la chair, il applique de nombreuses couches de peinture, puis du vernis, et enfin de la peinture à l'huile. Tout ce process montre le travail acharné de l'artiste qui vise un hyper-réalisme qui nous laissera perplexes lorsqu'on se retrouvera face à ces sculptures si humaines. Et parmi ses œuvres notables, il y a notamment son Seated Guard, Sorry for my English, qui représente un gardien d'exposition assis. Son réalisme est tel que de nombreux visiteurs ont pu se questionner sur la vie ou non qui émanait de cette sculpture. Et là est toute la beauté de la création de Marc Sijan. Il joue avec les limites du réel jusqu'à faire douter les spectateurs. Patricia Piccinini est une artiste australienne pratiquant la sculpture mais aussi la photographie, la vidéo et le dessin. Et elle est très influencée par le surréalisme. Elle questionne la frontière de plus en plus poreuse entre le naturel et l'artificiel, ainsi que nos liens aux relations à l'autre et aux autres espèces. Elle interroge notamment notre relation et nos responsabilités envers ce que nous créons, et elle explique elle-même. Ma pratique est centrée sur les corps et les relations entre les gens et les autres créatures, entre les gens et nos corps, entre les créatures et l'environnement, entre l'artificiel et le naturel. Je m'intéresse particulièrement à la manière dont les réalités quotidiennes du monde qui nous entoure modifient ces relations. Peut-être à cause de cela, beaucoup ont regardé ma pratique en termes de science et de technologie. Cependant, pour moi, elle est tout aussi éclairée sur le surréalisme et la mythologie. Mon travail vise à changer la façon dont les gens regardent le monde qui les entoure et à remettre en question leur hypothèse sur les relations qu'ils entretiennent avec le monde. L'artiste crée alors des créatures hybrides entre l'humain, l'animal et le végétal. Celles-ci peuvent paraître dérangeantes car à la fois très proches et très loin de ce que l'on connaît. En fait, ce sont des parties de corps, des textures et des couleurs qu'on connaît, mais assemblées pour créer des êtres très éloignés de celles qui existent dans notre monde. Et cela avec un réalisme percutant. Et c'est notamment le cas de son œuvre Graham, un être humanoïde imaginé pour survivre à un accident de voiture. Cette sculpture a été conçue en Australie pour sensibiliser aux accidents de la route et mettre en avant notre vulnérabilité. A ce titre, la sculpture a été réalisée en collaboration avec un chirurgien traumatologue et un ingénieur en sécurité routière. Son crâne massif en forme de casque protège son cerveau. Son visage plat et gras protège son nez et ses oreilles. Il ne possède pas de cou, donc ne peut pas le casser. Des airbags sont disposés entre chaque côte, protégeant les organes et les os. Les articulations des genoux peuvent tourner à 360 degrés et sa peau épaisse et dure résiste aux abrasions. Cette collaboration entre science et art permet de proposer une œuvre qui questionne les limites, franchissables ou non, de l'évolution, de la science, de notre corps, ainsi que de l'aspect esthétique. En effet, la plupart des personnes étant sorties de l'exposition proposant Graham ont affirmé préférer être vulnérables sur la route et garder leur physique, même si la modification avait réellement été possible. Piccinini nous propose en tout cas des œuvres innovantes qui questionnent nos limites, notre rapport au monde et à la vie. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'a priori la sculpture fait partie des premiers arts à émerger. On en retrouve les premières traces durant la période du néolithique, c'est-à-dire pendant la préhistoire, et ça prouve qu'à une période où les êtres humains devaient penser à chasser, cueillir, survivre et tout ça, ils créaient quand même des œuvres. Et si je vous parle de ça, c'est parce que selon moi ça relève l'importance de l'art au sein de nos vies. On peut pas s'empêcher de créer, admirer et consommer de l'art, parce qu'il fait partie de nous, de ce que nous sommes. Dans de nombreux médias, que ce soit des films, des livres, des jeux vidéo, quand dans l'histoire on parle d'art, souvent il est dit que c'est ce qui nous différencie de l'animal, que c'est l'art qui fait émerger la société telle qu'on la connaît. Et comme tous les arts, rapidement ils ont été repris par des puissants et dirigeants pour mettre en avant la grandeur, la puissance, la richesse. Et pourtant, malgré ça, l'art à un moment revient toujours entre les mains des petits, comme si c'était la seule chose que les plus faibles refusaient de laisser aux plus forts. Et c'est plutôt joli de se dire que même si on s'imagine l'art élitiste et réservé à des grands puissants, il reviendra toujours en possession du plus grand nombre. Et que bien souvent, il a été fait pour ce plus grand nombre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein de trucs. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un commentaire et un petit pouce en l'air. Si c'est pas le cas, vous pouvez aussi me le dire. N'hésitez pas à vous abonner, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.